Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gracia Rukindjikiza, Jean-François Kandji-Kombe et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite en Tunisie, depuis les attentats survenus dans la ville de Sousse le 26 juin dernier, les autorités ont décidé de contrer le fléau terroriste en construisant un mur à la frontière avec la Libye. Les travaux ont déjà débuté, mais le gouvernement non reconnu de Tripoli dénonce une décision unilatérale de l'exécutif tunisien. Awa Barkala. Un mur de 520 km de long qui fait polémique. Le gouvernement de Tripoli s'indigne face à la décision unilatérale du gouvernement tunisien. La construction d'un mur de 520 km à la frontière tuniso-libyenne fait partie des mesures prises par le gouvernement tunisien de Béji Caïd Essebsi pour empêcher les Tunisiens de rejoindre les camps d'entraînement djihadistes en Libye. Des terroristes tunisiens ont pris la Libye pour sanctuaire. Ils font le coup de feu en Tunisie, ils reviennent en Libye et ils prennent des armes en Libye. Ils s'entraînent en Libye. Même les deux derniers coups spectaculaires, ourdis par les terroristes, soit au Bardo, soit à Sousse, ces deux commandos s'étaient entraînés en Libye, s'étaient procurés des armes en Libye. Et au Bardo, il y a même un terroriste marocain qui a fait le coup de feu en Tunisie et puis qui est reparti en Libye. Donc les rapports actuellement sont très conflictuels. Côté tunisien, l'efficacité même du mur est contestée. En plus de relations diplomatiques difficiles avec le gouvernement de Tripoli, le gouvernement tunisien veut imposer un mur qui coûtera cher à ses contribuables. Le coût du mur est estimé à plus de 150 millions de dinars. Ils ont décidé de faire un fossé et en même temps, ce n'est pas un mur, mais une élévation, disons, en sable fortifié pour faire en sorte que les voitures des terroristes ne rentrent pas, les commandos des terroristes ne rentrent pas et surtout les produits de contrebande qui sont intimement liés via le crime organisé, intimement liés au terrorisme. Donc la Tunisie, en prenant ces mesures-là, c'est une demi-mesure, disons, parce qu'en Libye, il n'y a pas d'État central. Le dialogue entre Tunis et Tripoli a été quasiment rompu depuis l'enlèvement de 10 diplomates tunisiens en juin 2015. La milice Fajr Libya, qui soutient le gouvernement de Tripoli, non reconnu par la communauté internationale, avait agi en représailles de l'arrestation de l'un de ses chefs en Tunisie. Jean-François, construire un mur, c'est une mesure de désespoir? Pas nécessairement de désespoir. Je pense que le président Essebsi n'a pas l'air d'un chef d'État désespéré. Il pense plutôt prendre une mesure énergique. Contre, malheureusement, c'est une mesure qui aura quelques effets, mais dont on ne peut pas exagérer les effets, l'efficacité notamment, pour empêcher qu'il puisse y avoir la pénétration du terrorisme en Tunisie ou qu'il puisse y avoir des échanges entre les terroristes, entre la Tunisie. Le mur est physique. Le terrorisme aujourd'hui n'utilise pas seulement le sol, il est aussi virtuel. Les moyens de communication. Donc ce mur, est-ce qu'il était légitime de le mettre? Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas un partisan des murs entre les pays. J'étais déjà pas partisan du mur qui sépare Israël de la Palestine. Je ne serais pas d'un mur comme celui-ci, même si je trouve qu'il est légitime qu'on puisse protéger sa propre population. Il faut regarder un peu plus loin. Cela étant, de l'autre côté, il y a des protestations. C'est des protestations que je ne comprends pas trop. La Tunisie est sur son territoire, le gouvernement tunisien peut décider librement sur son territoire d'ériger un mur ou d'abattre ce mur ou de creuser des puits ou je n'en sais rien. Il ne les a pas posés sur le territoire libyen. Encore faut-il savoir de quelle Libye, de quel représentant de la Libye nous parlons, parce que la Libye aujourd'hui n'est plus un État. N'a plus de gouvernement vraiment représentatif. Donc, en tout cas, bon, on verra. Le mur n'est peut-être pas la solution, mais il faut protéger les vies et tout ce qui peut permettre de sauver un certain nombre de vies. Bon, faut l'accepter. Grâce à un mur, ça peut être efficace? Je ne crois pas. Le mur ne peut pas être efficace. D'abord, moralement, je pense que c'est un acte qui n'est pas correct pour vraiment les peuples. C'est-à-dire que les Tunisiens, les dirigeants tunisiens enferment les Libyens chez eux, restez chez vous. Et qu'en est-il des Tunisiens qui sont en Libye? Donc ils doivent rester en Libye, c'est d'après ce qu'on dit. Et en même temps, il faut savoir qu'un mur, ce n'est pas très efficace. Un mur, il doit être gardé. Un mur qui n'est pas gardé, c'est comme on dit à l'armée. Un obstacle qui n'est pas gardé, ce n'est pas un obstacle. Parce qu'un mur comme tel, avec des obus, il est défoncé. Et
En même temps, c'est que le pouvoir tunisien résonne dans le sens où la Libye va rester dans la violence, dans le terrorisme. C'est que vraiment, c'est une sorte de... comment dire, on décourage les Libyens. Demain, la question va se régler. Ils auraient déjà dépensé 120 millions de dirhams. Donc, on se pose la question vraiment, pourquoi dépenser tant d'argent si c'est quelque chose de temporaire? En plus, il y a eu un attentat, 2 personnes qui ont tiré sur les gens. Est-ce qu'en Tunisie, aujourd'hui, il n'y a pas plus de 2 personnes, il n'y a pas plus de 100 salafistes et 100 qui peuvent commettre des attentats qui sont sur le sol tunisien? Donc, on ne va pas les enfermer en Tunisie. Donc, c'est vraiment, pour moi, s'il était en campagne électorale, je comprendrais, mais aujourd'hui, là, je ne comprends pas du tout. Jean-Marie, alors la solution qui est souvent avancée, c'est une coopération plus approfondie entre les autorités tunisiennes et libyennes. Mais comment coopérer avec la Libye quand elle a 2 gouvernements et dont un qui n'est pas reconnu? Avant de répondre à votre question, Fanny, je ferai d'abord, comment dirais-je, une espèce de préambule. Quand on parle de mur, la notion de mur dans le monde moderne a une dimension psychologique, parce que tout le monde pense au mur de Berlin. Le mur de Berlin qui a séparé des individus, ça n'a strictement rien à voir. Ici, là, on se situe dans une des prérogatives régaliennes dont j'ai parlé tout à l'heure, ça veut dire la défense de la nation et de sa population sur son territoire. La Tunisie construit ce mur-là, si vous voulez, c'est une dépense, un coût, ça va peser sur les finances publiques. Mais le chef de l'État a estimé qu'une des fonctions régaliennes que je peux assumer en tant que chef de l'État, c'est de pouvoir couper ma population des menaces terroristes qui viennent de l'autre côté. Donc de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a aucun scandale là-dessus. Sortons de la dimension psychologique où tout le monde pense au mur de Berlin, la séparation des familles, ou alors si vous partez entre les 2 Corées. Donc, il ne faut pas oublier, quand ça se passe chez nous en Afrique, on dit que oui, bon, c'est pas bon, c'est purement psychologique de mon point de vue. Vous regardez les États-Unis, vous avez un mur entre, comment dirais-je, le Mexique et les États-Unis. Pourquoi est-ce que les Américains ont mis un mur entre le Mexique et les États-Unis? Parce qu'il est franchi, c'est pas l'efficacité. Moi, je suis pour l'instant, si tu veux, Gratien, sur la notion de mur en elle-même, d'accord? Bon, maintenant, l'efficacité, on pourra en juger par la suite si tu veux. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Les États-Unis estiment que la menace, si vous voulez, des clandestins pour le peuple américain, si vous voulez, c'est une motivation pour pouvoir construire ce mur-là. Donc, de mon point de vue, maintenant, pour en revenir, comment dirais-je, à la Tunisie n'a pas, comment dirais-je, un représentant de l'État libyen unique avec lequel pouvoir discuter. Ça voudrait dire qu'on voudrait faire asseoir les Tunisiens avec toutes les factions, si vous voulez, qui se battent en Libye pour pouvoir assurer la défense de leur territoire. Et c'est quelque chose qui est impossible. Donc, de ce point de vue-là, le mur ne me choque pas du tout. Merci. Dans l'actualité également, ce lundi 20 juillet s'ouvre le procès de Hissène Habré, ancien président du Tchad. L'ex-chef d'État est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de torture. Ce procès, symbole de la lutte contre l'impunité sur le continent, est organisé par les chambres africaines extraordinaires au Sénégal. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. Ce 20 juillet, Dakar, la capitale du Sénégal, abritera un procès historique, celui de l'ancien chef d'État tchadien Hissène Habré. 25 ans après son renversement par un coup d'État, l'ancien homme fort de N'Djamena est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Mandat est donné par l'Union africaine aux chambres africaines extraordinaires pour juger Hissène Habré. C'est la première fois en Afrique qu'un ancien chef d'État va être jugé en Afrique par des Africains. L'un des enjeux de ce procès, c'est donner un signal fort à la communauté internationale pour dire que l'Afrique est en mesure et capable de juger ses propres enfants. Vous connaissez ce fameux débat qui oppose la CPI et les Africains. Bref, il faut retenir aussi que ce procès va servir de signal en direction des chefs d'État actuels pour leur dire « faites attention ». Car si vous commettez les mêmes erreurs que votre prédécesseur, M. Hissène Habré, voilà ce qui peut vous arriver. Donc, c'est un projet à valeur pédagogique, au-delà de son caractère historique. Pour les 4000 victimes directes et indirectes qui se sont constituées partie civile au niveau des chambres africaines extraordinaires, elles s'attendent à ce que leurs droits soient respectés et que justice soit rendue. Nous sommes là et nous souhaiterons beaucoup plus que l'accusé soit présent
et nous les victimes face à l'accusé, et le monde qui nous écoute verront la vérité. Et même ceux qui sont supposés supporter l'accusé sauront la vérité. Et si vraiment, comme d'aucuns disaient qu'on est des victimes fabriquées, et ils verront si vraiment c'est des victimes fabriquées. Parce que ces procès, dès le début, depuis les années passées, ça fait couler tant d'encre. Les gens ont raconté trop de bêtises. Mais le moment est venu pour que cette vérité sorte. Le procès va se tenir à la salle 4 du palais de justice Lat Dior de Dakar. Une salle qui peut accueillir 1500 personnes. Une salle dédiée aussi à la presse nationale et internationale a été aménagée pour mettre dans de bonnes conditions de travail la presse. Environ 200 journalistes et techniciens sont attendus à Dakar. Gratien, le Sénégal vous semble-t-il prêt pour ce procès ? Oui, le Sénégal est prêt. Et en plus, c'est un pays qui est connu pour sa démocratie, sa stabilité aussi. Disons, c'est un pays qui... Les présidents qui alternent au pouvoir ne vont pas bloquer la justice, parce que le procès a commencé depuis un président. Il pourrait se passer, disons, se prolonger. Il y aura appel alors qu'il y a un autre président, par exemple. C'est un bon pays vraiment qui peut assurer, d'ailleurs qui le fait, contrairement à certains pays, par exemple, certains présidents peuvent être jugés par le même tribunal, donc il pourrait y avoir des problèmes avec ce genre de tribunal, mais c'est un pays vraiment qui se fait respecter, qui fera respecter aussi le droit. Et on parle de ces pays, il y a un problème entre l'Afrique et ces pays. On pourra éventuellement voir si les Africains pourraient être plus jugés par cette cour que par la CPI. Encore faut-il qu'il y ait des questions techniques qui soient réglées pour que même on inclue les présidents qui sont au pouvoir. Alors justement, Jean-François, si ce procès est une réussite, est-ce que ce sera une victoire pour l'Union africaine qui pourra ainsi montrer qu'elle peut juger elle-même ces anciens chefs d'État? Bien entendu, ça a été dit dans le reportage, c'est un signal fort, c'est un signal positif, je crois, de la capacité de l'Afrique à juger des criminels qui étaient au pouvoir et qui ont abusé du pouvoir pendant un certain temps. Mais il ne faut pas en exagérer quand même les vertus, parce que les chambres extraordinaires du Sénégal qui vont juger Hissène Habré ont leurs compétences limitées à une période et à un pays, ce qui s'est passé sous le régime d'Hissène Habré pendant une certaine période. Donc ce n'est pas ces chambres spéciales qui vont juger tous les criminels, éventuellement, tous les crimes qui ont été commis dans tous les États. Donc pour arriver à ce stade-là, il faudrait que l'Union africaine aille plus haut, plus loin, et créer l'équivalent de la Cour pénale internationale à compétence générale, non limitée dans le temps, pour tous les territoires africains. Ce n'est pas encore fait, donc on n'en est pas là. C'est un signal très très intéressant, et juste pour finir, je me dis qu'il y aurait peut-être un deuxième temps. Vous savez, il y a parfois des mouvements qui se font à double détente. Première détente, le procès de Hissène Habré, mais c'est un procès d'un système. Il y a eu un certain nombre de ces lieutenants qui ont été jugés au Tchad et qui ont déjà été condamnés. Et donc, on se dit que le président tchadien d'aujourd'hui était parmi les lieutenants d'Hissène Habré, contre lequel il a fait le coup d'État. Peut-être que ce serait la deuxième détente, qui sait. Jean-Marie, c'est un grand pas en avant, ce procès? Je pense que c'est un très très grand pas en avant pour l'Afrique, tout simplement. Pourquoi? Je veux revenir sur ce que Jean-François vient d'exposer. C'est relativement simple. L'Union africaine, c'est-à-dire dans ses cartons, d'après les textes que j'ai pu lire un peu ici et là, c'est-à-dire pour se débarrasser exactement de la CPI, de pouvoir créer, comment dirais-je, une cour pénale qui puisse juger les Africains à l'intérieur de leur territoire. Et je pense que c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose dans la mesure où on va faire sauter le verrou de l'impunité dans tous nos États en Afrique. Et ça ferait progresser la démocratie. Même par rapport aux gens qui sont en place, ils seront sûrs qu'aujourd'hui, c'est-à-dire même étant parti du pouvoir, cette impunité-là, c'est un verrou qui sautera. Et je pense que l'Union africaine, le procès d'Hissène Habré est un très très bon procès qui va baliser, si vous voulez, la route pour des actions futures concernant, si vous voulez, la gouvernance dans nos États africains. Merci. C'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine sur la réforme universitaire. La semaine prochaine sera consacrée à la révolution médiatique sur le continent. Gratien, merci d'avoir été là. Merci Fanny. Bonsoir à tous. Jean-François, merci également. Merci Fanny. Bon week-end à vous et bonsoir à toutes et à tous. Et Jean-Marie, merci. Bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.